quand on a été au village et quand on voit que les gens manquent du minimum d'eau et boivent de l'eau polluée, lorsque vous avez la possibilité de vous engager à ce niveau, je crois qu'il ne faut pas hésiter. Et c'est ça qui m'a attiré vers l'hydrogéologie. En 1998, professeur, vous défendez votre mémoire de 2A sous le thème, je cite, « Études géochimiques et géophysiques des gisements de plomb zinc de Goren ». En 1991, la thèse que vous défendez s'intitulait « Méthode d'évaluation de la productivité des sites aquifères au Burkina Faso, géologie, télédétection, géophysique ». Professeur, de la géologie minière à l'hydrogéophysique, on sait que les frontières ne doivent pas être minces. Qu'est-ce qui a pu justifier un tel virement à 180 degrés? Pour moi, c'est la même chose. Parce que j'ai toujours dit aux hydrogéologues, faites attention, l'hydrogéologie, c'est la géologie avant tout. Et aujourd'hui, pour réussir en hydrogéologie, il faut de la structurale. Vous ne pouvez pas faire de l'hydrogéologie sans faire de la géologie structurale, sans connaître la roche. Donc, sortir des mines, dans tous les cas, l'eau, c'est une mine. Donc, j'ai pris une mine particulière. Aujourd'hui, j'interviens aussi toujours au niveau des sociétés minières. Mais je crois que l'eau, pour moi, c'est beaucoup plus important que tout. Et je n'hésite pas parfois de le dire, même s'il faut fermer les mines, on les fermera pour avoir de l'eau potable. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Et sans eau, il n'y a pas de développement. Donc, je crois que l'eau, aujourd'hui, nous avons fait des barrages pour beaucoup de sites miniers. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de virage à 180. Comme je dis, on ne peut pas se spécialiser dans tout. Parce que si je devais me spécialiser en mine et en hydrogéologie, je crois que ça va faire un peu de désordre. Et vu ma sensibilité, j'ai préféré l'hydrogéologie. Oui, professeur. Aujourd'hui, vous avez à votre actif plus de 30 articles. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos publications les plus marquantes? Les publications les plus marquantes, c'est généralement quels sont les facteurs qui vont vous permettre d'avoir de l'eau. Donc, il y a un certain nombre de paramètres qui permettent, comme j'ai dit, on commence par la géologie. Il faut des roches, il faut des intrusions de filons, il faut trouver des failles. Donc tout ça, c'est de la géologie. Donc nous avons essayé de trouver des méthodes pour rechercher de l'eau souterraine. Et généralement, quand on utilise cette méthodologie, on arrive à des résultats très performants. Parce que la plupart des étudiants qui ont soutenu sur mon magistère, plein de gens ont fait des exemples et lors de leurs travaux, ils ont fait un taux de 100% pour les forages de haute productivité. Donc l'accent de la majeure partie, c'est voir les facteurs de productivité des aquifères du socle. Le deuxième axe, nous avons regardé côté retenue d'eau, les barrages. Parce qu'aujourd'hui, nous avons été à l'actif de l'étude des barrages, beaucoup de barrages, notamment le barrage de Ziga, le barrage de Samandani, le barrage de Yakuta, parce qu'il y a des problèmes fondamentaux. Juste un exemple, le barrage de Ziga, il y a 7 failles qui traversent la digue et une des failles avait une incision jusqu'à 65 mètres de profondeur que nous avons mis en évidence. Donc il a fallu racler, faire un traitement pour qu'aujourd'hui nous disposons de l'eau au niveau de Ziga. Si on ne l'avait pas fait, on n'allait pas barrer en bas et on va avoir de l'eau lorsqu'il pleut, comme aujourd'hui. Vous allez avoir de l'eau dans le barrage, mais demain, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien. Quand on prend la zone de Samandani, nous avons mis en évidence des dolérites. Et qui dit dolérite
dit c'est des roches qui ressortent. Et quand ça ressort, ça fait des mouvements sismiques. Donc on a ajouté un coefficient au niveau de la construction du barrage pour tenir compte des séismes. Parce que si on ne tient pas compte des séismes, s'il y a une intrusion dololytique au niveau du bassin sédimentaire, forcément, ça peut casser le barrage. Et c'est très important. Bon, il y a d'autres axes, mais ce sont ces deux axes principaux-là, parce que nous avons vu des facteurs géophysiques, nous avons étudié en détail les barrages, donc même au niveau des sites miniers, presque l'ensemble des barrages qui ont été faits, c'était la contribution de notre laboratoire qui a permis de pouvoir réaliser ces barrages-là. Et c'est sûr que nous allons accompagner toujours le ministère pour que lorsqu'on doit construire un barrage, il y a un minimum d'études. Parce que si on ne le fait pas, si le barrage cède, ça va être la catastrophe. Surtout même au niveau des barrages miniers. Aujourd'hui, pour le moment, on n'a pas de barrage qui a cédé. Mais lorsque un barrage minier cède, vous avez non seulement la pollution, mais vous allez avoir un désastre écologique très important. Merci, professeur. Professeur, au vu de ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut dire en termes de bilan que la zone de SOC burkinabé est connue? On ne peut pas connaître entièrement. Si on avait tout connu, mais les jeunes que nous avons formés, ça va servir à quoi? Parce que j'ai dit, la recherche là, elle finira jamais. Vous commencez et d'autres poursuivent. Malheureusement, parfois, on veut croire que lorsque on est en action, on peut tout réaliser. Non, c'est toute une chaîne. J'ai laissé des gens qui vont poursuivre, et comme j'ai dit, ils sont spécialistes. Je crois qu'il n'y aura pas de problème, ils vont continuer à faire les recherches. Et je disais que ils ont initié de voir comment trouver de l'eau souterraine jusqu'à l'horizon 2100. Mais ce sera tous les acteurs qui vont contribuer. Donc, et je crois qu'on ne peut pas connaître, moi je préfère vous dire, on ne connaît pas même au niveau de la géologie générale, mais mon ami professeur Naba vous dira, si on connaissait tout, on allait fermer toutes les universités. Donc, je crois qu'on ne connaît pas, on va toujours continuer à connaître le socle cristallin. Merci professeur, c'est vrai on ne connaît pas tout, mais vous pouvez revenir un peu sur les principaux facteurs de productivité des aquifères du socle cristallin. Bon, rapidement les principaux facteurs pour avoir un forage avec un débit important. Il faut que le forage se situe sur une fracture qui soit longue de 5 km et entrecoupé peut-être d'une autre fracture, et vous allez mettre le forage là au niveau de l'intersection. Ça, et lorsque vous allez sur le terrain, si cette faille là se trouve dans la direction des filons, c'est vraiment très important, vous êtes presque sûr d'avoir de l'eau souterraine. Donc voilà quelques conditions géologiques. Au niveau de la géophysique, il y a beaucoup de choses, de données là-dessus. Vous allez faire un traîné, c'est pour vérifier si effectivement c'est une faille. Et vous allez suivre ça sur 5 km. Vous allez faire un sondage électrique. Et lorsque, on a vu, lorsque vous avez une remontée traînante, ça veut dire que le sous-sol est fracturé. Et c'est un indice très important pour l'eau souterraine. Et lorsque on a aussi des arbres hydrophiles, qu'on vous a montré, etc., le ficus, il n'y a pas le carpa, mais comme j'ai dit, il ne faut pas aller mettre le forage à côté d'une termitière ou à côté d'un arbre. Il faut être beaucoup plus réfléchi parce que la termitière ne va pas construire sa maison immédiatement au-dessus de la nappe d'eau. Elle va faire des dérivations pour pouvoir aller chercher l'eau. Donc, voilà des indicateurs qui permettent. Donc, aujourd'hui, vous faites un sondage, vous avez une remontée traînante, vous êtes presque sûr. Je vais vous montrer l'anecdote. Après ma thèse, on a appliqué les résultats pour implanter les forages dans presque toutes les régions du Burkina. Nous sommes allés à Manga où nous avons fait près de 21 jours, on ne trouvait pas de point. Après, j'ai été sur les prêtres, j'ai vu une implantation d'un service d'implantation privé. Quand j'ai pris les résultats, j'ai vu les sondages. Le meilleur des sondages là, ils n'ont pas implanté là-bas.
Ils ont implanté sur un autre. Puis ils ont eu 5 mètres cubes heure. J'ai dit, voilà, donc on a refait le sondage. Et qu'est-ce qui se passe quand on a fait? On a mis là-bas, on a eu un forage de très gros débit qui alimentait la ville de Manga. Et comme on a dit, parfois on veut quelque chose et son contraire, mais le forage donnait très bien, mais on a goudronné, on a mis les caniveaux, on a bétonné, donc il n'y a plus d'infiltration. C'est pour cela que maintenant, avec le ministère, on a dit il faut trouver des zones pour l'eau. Donc, chaque commune doit trouver une zone qui sera réservée à l'eau, et là, on va favoriser l'infiltration. Parce que s'il n'y a pas d'infiltration, vous voyez le piézomètre CIH qui nous a été retrocédé, aujourd'hui, on n'a pas pu l'exploiter pendant plus de 5 ans, parce que lorsqu'on a bétonné le caniveau qui est la zone d'infiltration, il n'y a plus eu de l'eau. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la question. Merci, professeur. Voilà bien une belle transition pour aller vers les méthodes d'implantation. Après 30 années d'études, de prospection, d'introspection, aujourd'hui, professeur, nous sommes tentés de poser la question suivante. Quelles sont les méthodes les plus adaptées pour l'implantation d'un forage à haut rendement au niveau du socle cristallin? Ça, c'est d'un. Quelle méthode géophysique, quand je dis quelle, il s'agit du singulier ou du pluriel, quelle méthode géophysique préconisez-vous? Merci. Comme je dis, les méthodes d'implantation des forages à haut débit, il faut toute une chaîne. Parce qu'il n'y a pas une méthode simple qui va permettre d'avoir... La première approche, il faut utiliser la télédétection, soit des images satellitaires, pour nous, surtout que la nature a été totalement dégradée. C'est pour cela que lorsque j'ai dit d'utiliser même des images, des photographies aériennes, il faut utiliser les photographies aériennes de 1956. Si vous utilisez une photographie aérienne d'aujourd'hui, ça sera pour faire de l'urbanisme, mais pas pour faire de l'hydrogéologie. Mais on peut utiliser aussi les images satellitaires, comme j'ai dit, ça va donner une certaine approche. Mais comme j'ai dit, c'est l'étude de terrain qui est fondamentale. Il faut aller sur le terrain parce que c'est ça le fondamental. Et si vous êtes hydrogéologue et vous ne maîtrisez pas la structurale, vous ne maîtrisez pas, vous pouvez vous associer à un structuraliste, vous allez aller sur le terrain, vous allez faire les mesures structurales, vous allez dégager les directions de grande fissuration, etc. Donc, et c'est ça qui va orienter votre géophysique. Maintenant, au niveau des méthodes géophysiques, comme j'ai dit, il faut trouver des méthodes pour pouvoir montrer que peut-être ce qu'on a vu comme linéament, ce qu'on suppose être une faille, vous puissiez les mettre en œuvre. Mais parfois, une seule méthode géophysique ne permet pas d'arriver à ces fins. Voilà pourquoi il faut utiliser 2 ou 3 méthodes. Et comme j'ai dit, les plus simples, c'est les méthodes électriques. Heureusement, même au niveau des méthodes électriques, le véritable problème pourquoi on a des forages négatifs, parce que les gens l'utilisent sans comprendre ce que c'est que la méthode électrique. Je prends juste un exemple. Prenez presque tous ceux qui font des implantations. Ils ont, pour le traîner, ils ont une longueur de lit fixe. Ça ne peut pas marcher. La longueur de lit dépend du terrain. J'aime dire, nous faisions cette erreur avec les étudiants. Une fois on est parti à un camp de terrain, on a commencé à faire les traînées. Et lorsqu'on a fait le sondage, on a vu que tout ce qu'on a fait comme traînée, c'est nul. Parce qu'il faut pouvoir choisir la longueur de lit AB pour faire les traînées. Sinon, lorsque vous allez avoir un résultat, comme j'aime dire, c'est le hasard. Donc, le traîné va vous permettre de dire, effectivement, j'ai une faille longue de 5 km. Je suis parti, j'ai regardé les filons. J'ai pu avoir les directions du filon. Est-ce que cette faille-là est dans la même direction que la direction des filons? Parce que les filons, vraiment, c'est un facteur de haute productivité des aquifères, surtout du socle. Maintenant, aujourd'hui, il existe des méthodes
qui permettent de voir en 2 dimensions, en 3 dimensions. C'est très bien. Mais comme je dis, il faut faire de la recherche appliquée. Parce que ceux qui ont construit les appareillages, c'est pour un certain nombre de facilités, un certain nombre de gains. Mais pour pouvoir l'utiliser, il faut faire de l'expérimentation. Mais c'est ce qui nous a conduit. Lorsqu'on a reçu les appareils, on a fait beaucoup d'études pour pouvoir comprendre. C'est pour cela que je reviens très rapidement au niveau de ma thèse. Pour trouver les facteurs de productivité, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons pris 15 régions, et dans les régions, nous avons pris des forages qui avaient des débits de plus de 30 mètres cubes heure, des débits de l'ordre de 7 mètres cubes heure, et des forages négatifs. Et nous avons essayé de comprendre pourquoi on avait un forage négatif, pourquoi on avait un forage, et c'est ça qui nous a amené à trouver les facteurs de productivité. Donc, les nouvelles méthodes géophysiques qui arrivent, il faut l'expérimenter. Vous avez la chance d'avoir des forages de haute productivité, vous allez là-dessus, vous essayez de faire les études pour pouvoir calibrer. Vous allez là où c'est négatif et vous allez voir. Vous voyez, quand vous allez dans la zone de Kaya, quand vous faites uniquement traînée électrique et sondage électrique, vous allez avoir de très bons résultats. Mais vous allez forer, vous n'allez pas trouver une goutte d'eau. Nous avons fait cette amère expérience. Donc, parce qu'il faut faire des études. Mais lorsque on dit à quelqu'un d'aller implanter, et comme on disait la fois passée, on lui donne, maintenant les gens ont baissé les prix, 150 000, qu'est-ce qu'il peut faire? Non, il y a un coût pour la recherche. Donc, pour résumer, les méthodes électriques, c'est bon, on peut accompagner des méthodes électromagnétiques, les nouvelles méthodologies 2 dimensions, 3 dimensions, c'est très utile, mais je vous conseille de faire cette expérimentation-là pour pouvoir sortir comment vous allez travailler. Parce que lorsqu'on regarde, il nous présente de beaux résultats, il faut l'appliquer pour voir. Ok, professeur, juste un petit détail. Dites-nous quel est le plus gros débit que vous avez trouvé en zone de socle au cours de votre carrière. Le plus gros débit, on a trouvé 50 mètres cubes. Et dans quelle zone? Dans la zone de Verfada, dans le village de Natama. J'ai oublié de... Voilà. Alors, tout aussi, on a trouvé plein parce qu'on a implanté pour l'ONEA tout le long. Donc, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. À Komtilga, docteur Abdoulaye, ils ont trouvé des forages à gros débit et les gens ne savent même pas quoi en faire. J'ai dit, il faut donner une partie à l'ONEA. Pour dire que je connais mieux toutes les régions qu'on a fait. Donc, on avait un financement, on a tout fait. Quand vous allez aujourd'hui à Goursi, avant notre intervention par rapport à ma thèse, c'était des difficultés énormes. Donc, moi je crois que c'est ça la contribution. Vous partez à Titao, ils avaient des difficultés, mais on a délimité une zone, et là, ils ont des forages à gros débit, et ça marche. Au niveau des barrages, aujourd'hui, ça m'a donné infini. On ne parle plus des géologues qui ont intervenu. Si on n'a pas intervenu, quel risque on peut avoir pour les barrages? Je vous dis, je prends l'exemple de Ziga, ça a été une bataille terrible. Parce que les gens avaient dit qu'ils n'allaient pas tenir compte de nos données. On a dit, si on ne veut pas tenir compte de nos données, on a fait des actions très fortes, au-delà de la science, pour qu'ils en tiennent compte, parce que en temps vous avez entendu que certains disaient qu'il fallait déménager la ville de Ouagadougou à cause du problème d'eau. Donc si Ziga n'était pas fait, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui en train de faire cette conférence, peut-être ça allait être à Bobo, puisque là au moins on est sûr qu'on a beaucoup d'eau. Merci. Vos publications sont-elles connues et du grand public? Parce que souvent il y a des problèmes d'accessibilité, surtout pour les étudiants. Pour certaines publications, pas forcément des vôtres. Donc on se demande un peu, est-ce que vos publications sont vraiment connues du grand public, surtout des étudiants aussi? Non, nos publications sont connues parce que quand on arrive, par exemple ceux qui font le master, généralement on donne presque toute la publication aux étudiants. Et même je dis, c'est pas un secret. Si vous allez même tout de suite sur Google, vous allez pouvoir télécharger pas mal
de nos publications. Donc, et il y a des sites aussi où on peut le trouver. Donc, peut-être c'est comment rechercher ceux-là que les étudiants n'ont pas. Sinon, toutes les publications, les thèses, ben, aujourd'hui ça se lit en ligne, les publications, tout est mis en ligne, donc vous pouvez bien les avoir, ce n'est pas un secret. Merci. Merci, professeur. Tout à l'heure, on était revenu sur les débits des forages de 50 mètres cubes. Et en termes de qualité, on a longtemps pensé que les nappes profondes étaient à l'abri de la pollution. Bon, les dernières années, les résultats des recherches ont démontré le contraire. Quelle stratégie pouvons-nous adopter pour le suivi et la surveillance de cette qualité-là? L'eau sort de la roche. Donc, tout ce qui est comme élément dans la roche, ça va rentrer dans l'eau. C'est pour cela que, ouais, au début, les zones où on a trouvé de l'arsenic dans l'eau, les gens accusaient les mines que c'est eux qui ont jaune. Non. Ben, vous êtes dans une zone, si vous avez de l'or, forcément l'arsenic accompagne l'or. Donc, forcément, il y aura de l'arsenic dans l'eau souterraine. Là, comme on a dit, il faut suivre. Lorsqu'on fait un forage, ben, les thèses disent, tant qu'on n'analyse pas, il faut un peu équiper le forage. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on veut amener, parce que j'insistais la dernière fois, il faut l'ordre des acteurs des sciences de l'eau. Parce que sinon, les gens partent, ils disent non, on va donner de l'eau aux gens, alors que cette eau-là, ça peut amener la mort. Donc, ce sont, et je dis aussi, ben, en tant que contribution même individuelle, vous êtes natif d'un village. Qu'est-ce qui vous coûte de faire un prélèvement de temps en temps pour venir faire l'analyse à 35 000? Ça va faire votre contribution patriotique. Je crois que c'est très important. C'est vrai que le ministère, on a aujourd'hui combien de forages? Et c'est pour cela même que, bon, puisqu'on peut avoir des forages à gros débit, je signale que le Burkina Faso est un pays exceptionnel. À Kosodo, le forage, on avait un forage de 90 mètres cubes à l'heure dans le socle cristallin. Vous faites le tour du monde entier, si vous en trouvez 5, vous avez trouvé. Donc, je crois que de plus en plus, il faut aller à faire des forages pour alimenter un village au lieu de faire, comme on faisait dans le temps, par quartier. Là, ça permet de bien suivre la qualité. Et là, si on délimite une zone, bien sûr, on ne va pas délimiter une zone où il y a de l'arsenic. Déjà, ça va faire un certain nombre de choses. On ne va pas délimiter une zone où les gens vont cultiver en utilisant des pesticides pour tuer les herbes. Donc, etc. Ceux qui vont cultiver à cet endroit, on va faire des diguettes anti-érosives pour permettre l'infiltration. Donc, voilà tout ce qu'on peut faire pour essayer de résoudre le problème de l'eau pour les populations. Professeur, nous avons parlé de l'eau souterraine. Nous allons revenir sur les eaux de surface. Voilà, donc vous avez intervenu dans la réalisation de plusieurs études de barrages. Voilà, donc quel est le rôle d'un géophysicien ou d'un hydrogéologue dans les études de réalisation d'un barrage? Lorsque vous voulez réaliser votre barrage, je vais vous donner l'anecdote. Un jour, je suis parti dans ceux qui font leur paillage, ils font leur trou. Il y a quelqu'un qui m'a dit de rentrer regarder son trou, puisque je suis géologue. Je lui ai dit, va prendre 1 milliard de billets neufs à la PCAO, mais dedans, je ne vais pas rentrer. Mais, dis-moi tu veux connaître tous, tu veux avoir la photographie de l'intérieur, je te donnerai en faisant de la géophysique. Donc la géophysique sert à photographier l'intérieur pour voir est-ce que vous n'avez pas de failles, est-ce que vous n'avez pas de zone de faiblesse, etc. etc. Donc c'est là le rôle du géophysicien.
L'hydrogéologue, vous avez, l'hydrogéologue, c'est celui qui s'occupe de la circulation de l'eau souterraine. Il faut savoir comment l'eau ça circule. Vous barrez dans une direction donnée, mais s'il y a un écoulement côté parallèle, perpendiculaire plutôt, mais vous n'allez pas avoir de l'eau dans votre... Donc, il faut qu'on fasse des études pour connaître les types d'écoulement. Donc, voilà le rôle de l'hydrogéologue et du géophysicien. Donc, c'est fondamental. Parfois, les gens négligent. S'il n'y a pas de problème, on dirait que la géophysique ne sert à rien. Mais lorsque maintenant on a des problèmes, et je pense que mieux vaut prévenir que de chercher à guérir. Donc, tous les médecins le disent. Donc, nous aussi, on le dit. Mieux vaut faire la prévention en faisant les études pour permettre de pouvoir contrôler votre barrage. Lorsqu'on le réalise aussi, il faut continuer de voir comment, de suivre. Vous allez aller sur la digue, vous allez faire la prospection géophysique. Comme ça, vous allez voir, est-ce qu'il n'y a pas de mini-fissures, est-ce qu'il n'y a pas de circulation d'eau, etc. Circulation d'eau aussi, c'est le rôle de l'hydrogéologue. Donc voilà, en résumé, je peux revenir en détail après, si ça vous intéresse. Mais la géophysique est très importante pour pouvoir connaître la structure du sous-sol.